Donc avec cette première table ronde, on va se plonger au cœur de la problématique, merci Alain, de la journée, c'est-à-dire l'entreprise à l'épreuve de la multicrise. Donc crise, on a le choix hein, en matière de crise sanitaire, crise géopolitique, crise de l'énergie, des matières premières, crise climatique, crise cyber, et face à cette succession, ou plutôt cette superposition de crises qui se nourrissent et qui s'aggravent, on va se poser cette question, comment assurer la continuité d'activité? La solution, elle tient peut-être en 3 mots: anticiper, s'adapter et capitaliser. C'est ce que font chacun à leur manière nos 4 invités. Bonjour à tous. Le premier d'entre eux, vous ne l'avez probablement jamais vu ni entendu. Si vous tapez son nom sur Internet, vous ne trouverez quasiment aucune photo de lui. Le général Philippe Sunjara effectue aujourd'hui, pour le CDSE, sa toute première sortie publique depuis sa prise de fonction en début octobre, à la tête de la direction du renseignement et de la sécurité de la défense, la DRSD. L'invité suivant a un rôle clé au ministère de l'économie et des finances. Mathieu Kahn, le sous-directeur du CICE, nous fait le plaisir d'être avec nous. Le CICE, le service de l'information stratégique et de la sécurité économique. Je crois que tout le monde le connaît assez bien, mais c'est toujours bien de préciser. À ses côtés, pas exactement, mais aux côtés du général, M. Yuan Pham, directeur chargé de l'adaptation climatique chez AXA Climate, un assureur en pointe sur l'anticipation et l'adaptation des entreprises au changement climatique. Et puis enfin, il est bien connu dans les cercles du renseignement et de la cyber, Patrick Guyonneau, le directeur de la sécurité du groupe Orange. Alors, Monsieur Guyonneau, on va commencer avec vous, si vous le voulez bien, très brièvement, parce que vous nous avez fait un peu peur quand on a préparé ce colloque. Quand vous nous avez parlé, une journée type pour vous, une journée de non-crise, en réalité, c'est une succession de crises déjà. Bonjour à tous. Le but, c'est évidemment pas de faire peur, effectivement. Il n'y a pas de journée type, d'abord, et puis l'intérêt du métier de directeur de sécurité en entreprise, c'est qu'on ne s'ennuie jamais, donc il n'y a pas de journée type particulier, il n'y a pas de... à 8h15, on est assis, enfin voilà, c'est malheureusement pas si organisé que ça, et c'est pas mal parce que ça donne, on ne s'ennuie pas. Oui, alors je vous ai un peu fait peur parce que vous m'avez dit, mais multicrise, oui, en fait, c'est la vie normale dans les grands groupes d'avoir de nombreuses crises. J'ai la chance, chez Orange, d'avoir dans la main, si je puis dire, les aspects sûreté, malveillance, sécurité internationale et cyber, ce qui fait qu'à l'instant T, il y a toujours 4 ou 5 crises 4 ou 5 groupes ouvertes. Alors il y a des cinétiques lentes, il y a des cinétiques rapides. Cinétique lente, en ce moment, c'est toujours la gestion de la crise en Ukraine. On a des crises cyber, donc à cinétique rapide, où on fait des points quasi quotidiens, voilà, et entre les deux, on s'occupe de la République démocratique du Congo, du Burkina Faso, voilà. Donc on parlera après peut-être d'anticipation, je vous parlerai d'autres pays tout aussi charmants. Merci bien, Monsieur Guyonneau. On aura l'occasion de développer un tout petit peu plus tard et de voir un peu comment on peut justement anticiper au mieux toutes ces crises. Pour amorcer cette table ronde, pour avoir une vision un peu globale de la problématique, nous allons d'abord écouter un message du SGDSN, le Stéphane Bouillon, donc le secrétaire général de la Défense et de la Sécurité nationale. Bonjour à toutes et à tous. Pardon de ne pas pouvoir être présent parmi vous, mais je tenais vraiment à pouvoir m'exprimer et je remercie Stéphane Bolland d'avoir accepté de m'entendre et de faire passer un ou deux messages. Nous vivons aujourd'hui un monde qui est, depuis 2 ans, en complet changement. Ça a commencé évidemment avec la crise Covid, ça a continué avec le réchauffement climatique qui multiplie les catastrophes naturelles et change complètement l'économie. Et puis bien sûr, il y a la guerre en Ukraine qui entraîne des dégradations considérables en Ukraine, mais qui entraîne aussi des bouleversements économiques considérables à travers le monde. Et je pourrais rajouter à travers la guerre en Ukraine tout ce qu'on appelle les menaces hybrides, les attaques cyber, les attaques en information, les attaques juridiques qui ont pour but de gagner la guerre sous le seuil de conflictualité. Et de fait, vous êtes confronté à un changement considérable. La mondialisation heureuse telle qu'elle existait est en train de disparaître. Vous devez effectivement renoncer au flux tendu stock zéro, reconstituer des stocks. Tout ça a complètement disparu et il faut donc tout réinventer. Ce qui signifie pour vos entreprises
à la fois des coûts supplémentaires, mais aussi des causes de vulnérabilité qui sont extrêmement importantes. Dans ce domaine, au SGDSN, nous réfléchissons depuis plusieurs mois pour essayer d'avancer et de résoudre les difficultés avec une stratégie nationale de la résilience et qui apparaît également dans la revue nationale stratégique dans laquelle nous essayons de mobiliser l'ensemble de la population, les acteurs économiques, les acteurs collectivités locales, bien sûr l'État, mais aussi les citoyens pour avancer tout autour de ça. Et nous aurons besoin de vous, les entreprises, pour avancer sur ce sujet. D'abord pour vous protéger vous-même. Les cyberattaques, les attaques informationnelles, les attaques sur votre logistique, les attaques sur votre organisation vont être de plus en plus fréquentes et de plus en plus fortes. Et il vous appartient de pouvoir vous en protéger. Et nous serons à vos côtés pour vous aider à travers différents coups techniques pour pouvoir œuvrer dans ce domaine et améliorer votre résilience par rapport à tout ça. Je vous souhaite un excellent travail parce que nous en avons besoin, vous en avez besoin dans vos entreprises et notre pays en a besoin. C'est tous ensemble que nous arriverons à faire face à cette nouvelle époque qui s'ouvre, pleine de défis, mais que nous serons relevés. Alors on va commencer avec vous, Général Soundiara, si vous voulez bien, parce que anticiper les crises, c'est un petit peu le cœur de métier des services de renseignement pour aider le pouvoir politique et les chefs militaires à prendre les bonnes décisions, mais aussi parfois pour protéger les entreprises qui sont importantes pour la souveraineté nationale. Alors, deux services de renseignement du premier cercle partagent cette mission spécifique. Il y a la DGSI et la DRSD. L'an dernier, nous avions eu le plaisir d'accueillir le directeur de la DGSI, Nicolas Lerner. Cette année, c'est donc vous, et nous en sommes très heureux, car la DRSD est le moins connu, je crois qu'on peut le dire, des services de renseignement français. La DRSD n'a pas encore inspiré de films avec Vincent Cassel ou Gérard Lanvin, n'a pas inspiré de séries type Bureau des légendes. Alors, mon général, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer tout simplement votre rôle et nous dire peut-être ce qui vous distingue déjà de la DGSE et de la DRM? Bien, bon. Bonjour à tous. Sur la DRSD, donc la Direction du renseignement et de la sécurité de la défense, la première chose qu'il faut bien comprendre, c'est que nous sommes le service de renseignement du ministre de la Défense pour assurer en fait ses responsabilités dans le cadre de la sécurité des personnels, des installations, on va dire, sensibles, des matériels, mais aussi des informations. Donc c'est vraiment en fait notre devise qui marque vraiment notre spécificité, renseigner pour protéger. Donc on a vraiment ce double volet, on fait du renseignement, mais l'objectif de ce renseignement, c'est bien ensuite de participer à la protection en fait, donc des installations, des personnels ou des informations et du matériel. Ça veut dire qu'en fait, on est très centré sur la contre-ingérence. Et c'est ça qui nous distingue en fait des deux autres services du ministère qui sont la DGSE et la DRM. On est vraiment centré sur la contre-ingérence. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, on va regarder globalement l'ensemble des menaces au prisme de ce qu'on appelle le TESCO, qui est un sigle barbare, mais partagé par l'ensemble de nos partenaires de l'OTAN. Ça veut dire la problématique du terrorisme, de l'espionnage, du sabotage, de la subversion et du crime organisé. Voilà, donc pour ce faire, notre périmètre de responsabilité, comme vous l'avez souligné, puisque nous sommes assez similaires à la DGSI, notre périmètre, nous, c'est vraiment la sphère défense au sens large, c'est-à-dire les forces armées, et donc vous verrez cet après-midi le général Burkhardt, et puis aussi toute la base industrielle de défense, donc la BITD. Donc sur ce point, on peut dire que ça regroupe en fait 270 000 ressortissants du ministère et environ 4 000 entreprises de la BITD et à peu près, enfin pour l'instant aussi tout ce qui est laboratoire et institut particulier. Là-dessus, on travaille énormément avec évidemment des autres acteurs, le SGDSN, les services du premier cercle, la CNRLT, le CICE, l'ANSSI, voilà, le ComCyber, etc. Donc notre spécificité, c'est vraiment la contre-ingérence. Et ce qui peut vous intéresser, c'est aussi le fait qu'on est déployé sur l'ensemble du territoire national. Et donc on a une vraie proximité avec les entreprises.
La BITD, pour préciser, ce sont des entreprises, des sous-traitants, c'est toute une filière qui contribue à l'industrie de la défense? Exactement. Donc quand on parle des 4000 entreprises, c'est évidemment les grands systémiers, donc certains doivent être présents ici, mais aussi toute la supply chain, qui est en fait effectivement assez vulnérable, puisque quand on commence à descendre dans la supply chain, on commence à avoir des petites et moyennes entreprises qui sont évidemment pour certaines plus vulnérables, puisque moins bien organisées, en tout cas ayant moins de capacité. Et c'est auprès d'elles que vous intervenez de façon plus prégnante. Vous avez un maillage territorial qui est efficace? En fait, on intervient auprès de l'ensemble des entreprises, mais effectivement, on essaye de cibler celles des petites et moyennes entreprises qui peuvent avoir quelques difficultés. Et donc le fait d'avoir un maillage territorial avec les postes qui sont présents dans à peu près 34 villes de France, et puis une responsabilité territoriale, ça nous permet effectivement de tisser des liens, alors pas quotidiens, mais très très réguliers avec ces entreprises, et notamment les officiers, les responsables de la sécurité, qui nous permettent d'échanger aussi bien avant que pendant une crise. Vous faites à la fois des inspections, des audits, des enquêtes d'habilitation aussi, de sécurité administrative? Exactement, il y a évidemment le volet renseignement, et puis il y a le volet en fait protection. Dans le volet protection, qui sont bien sûr liés, il y a tout ce qui est problématique d'habilitation, et puis il y a aussi tout ce qui est vérification de la conformité des entreprises ou même des organisations d'une manière générale aux normes qui sont éditées, notamment par le SGDSN, mais aussi en interne du ministère. C'est-à-dire que vous pouvez aller au plus près des entreprises, voire directement auprès des interlocuteurs, directeurs sécurité sûreté, pour leur conseiller, voire fortement ou amicalement, un audit de leur propre système? Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, on a des calendriers qui nous permettent de faire des audits régulières, et là, on apporte notre compétence et notre connaissance pour pouvoir mieux aider les entreprises à prendre en compte la problématique de la sécurité. Et puis, on peut avoir des inspections, effectivement, qui peuvent être un peu plus en réaction pour pouvoir prendre là aussi des mesures. Et ça peut s'apparenter à tous les volets, que ce soit des problématiques physiques, en gros, est-ce qu'il y a un grillage, et puis des problématiques cyber ou des problématiques plus globales, l'organisation d'une sécurité d'un dispositif avec vidéo, filtrage à l'entrée, etc. Ce type d'informations, vous les transmettez en partie, vous les remontez en partie au CICE, au service de Bercy, qui chapeaute un petit peu tout ça? Exactement, en tout cas sur la partie qui couvre nos périmètres. On échange effectivement beaucoup sur ces périmètres-là. Mathieu Kahn, merci d'être là avec nous, donc directeur adjoint de ce service d'information stratégique et de la sécurité économique. Ces informations qui vous remontent de la DRSD, qui vous remontent de la DGSI, concrètement, avec un micro ce sera mieux pour répondre, concrètement, à quoi elles vous servent? Vous faites des rapports ou vous agissez véritablement pour aider ces entreprises? Oui, alors d'abord je voudrais excuser Geoffrey Célestin Urbain qui a été frappé par une petite grippe, enfin une grosse grippe même, donc je le remplace, mais il regrette beaucoup de ne pas être avec vous. Il tenait beaucoup à ce rendez-vous, et le CICE tient beaucoup à être près de vous, près des entreprises, près des directeurs sûreté. Alors concrètement, oui, le CICE c'est la tour de contrôle pour l'État de l'ensemble de la menace étrangère qui pèse sur nos actifs stratégiques économiques. Donc nous recensons toutes les informations qui nous parviennent, essentiellement des services de renseignement, DRSD, DGSI. Les autres services aussi contribuent à les douanes, la DNRD, j'imagine. Voilà, la DGSE, la DNRD. Et puis nos sources ouvertes. Vous n'êtes pas sans savoir que l'OSINT, en matière économique, est riche d'informations. Et puis nos réseaux propres. Hein, donc, mais les services de renseignement sont quand même au-dessus. De ces informations, nous, après, on arrive à identifier et à croiser, quand on a une menace étrangère, sur ce qu'on a classé comme un de nos actifs stratégiques pour l'économie nationale. Et quand on a ce croisement, nous considérons que nous avons une alerte de sécurité économique. Et là, on passe en mode crise au sein de l'État pour trouver une solution.
la meilleure, est piochée dans notre boîte à outils qui s'est considérablement renforcée depuis quelques années. Et comment vous les aidez, les entreprises, à anticiper ces crises, à éviter de se retrouver en situation de crise? L'anticipation est la clé, mais ça je ne vais pas vous le dire, vous le savez mieux que moi. Donc l'important c'est de bien connaître ce qu'on veut protéger et donc d'avoir un dialogue le plus étroit possible avec les porteurs de technologies, les porteurs de projets innovants, les entreprises, et notamment ça se fait dans le cadre de tous les dispositifs de soutien qui sont déployés par le ministère de l'économie. Je pense notamment à France 2030 et ses 54 milliards en 10 secteurs de concentration. Et derrière, de mobiliser l'ensemble des services de l'État, services de renseignement, services déconcentrés. Les préfets de région sont extrêmement mobilisés sur la détection des menaces étrangères. Les laboratoires de recherche, les universités sont aussi sensibilisés à la fois au niveau central, au niveau local. Vous avez parlé de maillage territorial, c'est quelque chose d'extrêmement important. Le CICE lui-même a des délégués auprès des préfets de région qui travaillent avec l'ensemble de leurs collègues, notamment des directions zonales de la DRSD, de la DGSI, pour aller au plus près des entreprises, des PME, des ETI. Alors, dans la boîte à outils que vous évoquez, vous avez un nouvel outil voté cette année, c'est la loi de blocage. Elle aide les entreprises quand elles sont en difficulté juridique à l'international. Le CICE a deux grandes missions. La première mission, c'est la mission de défense économique, c'est cette tour de contrôle qui permet de détecter la menace et de trouver des solutions en piochant dans cette boîte à outils. Quelques chiffres, on traite entre 50 et 60 menaces par mois. La deuxième mission, c'est de promouvoir nos actifs stratégiques et de les accompagner. Et donc, de bien faire cette boucle de retour d'expérience, de tirer les leçons des crises que nous voyons passer pour développer nos outils. Dans les menaces que nous voyons, ça se distingue à parité entre les classiques prise de participation, rachat, prise de contrôle rampante, etc. Et ce qu'on voit monter en puissance, ce sont les attaques sur le patrimoine informationnel des entreprises. La protection des informations, avec plusieurs moyens, dont des moyens juridiques qui sont de plus en plus utilisés dans la compétition économique. On parle de lawfare. Et face à ces moyens juridiques, face à le développement de mesures extraterritoriales, le CICE, effectivement, a revitalisé un dispositif qui s'appelle le dispositif de la loi de blocage de 1968, qui permet d'interposer l'État entre une entreprise et une demande d'une juridiction étrangère un peu abusive venant toucher des informations sensibles. Donc nous avons maintenant un guichet unique assuré par le CICE qui assure la coordination interministérielle et qui permet de donner des avis aux entreprises pour les accompagner. Mais nous pouvons accompagner aussi les entreprises en anticipation, notamment en amont d'un projet de cession, pour identifier si oui ou non il y aurait des adhérences avec le dispositif de contrôle des investissements étrangers en France, donc pour identifier quels seraient les meilleurs acquéreurs, quelles seraient les meilleures conditions de cession, etc. C'est du conseil en amont. Le plus en amont possible, le mieux c'est. Et quand une société française, par exemple, malheureusement, et ça arrive, dans le collimateur de la justice américaine, parce qu'on n'a pas cité le pays, mais les Américains sont extrêmement dynamiques, on va dire, sur cette arme juridique qui est le droit, vous accompagnez véritablement l'entreprise française. Le nouveau dispositif de loi de blocage permet vraiment de l'accompagner, de pouvoir avoir un dialogue avec l'entreprise, d'examiner les pièces qui sont demandées, de pouvoir faire le lien avec la justice ou une autorité administrative indépendante pour trouver une sorte de tiers permettant d'éviter la relation directe avec le juge étranger et à la fin des fins de pouvoir lui donner un avis et le sécuriser dans son parcours en disant non, ça je ne peux pas transmettre, c'est trop sensible. Petite question, petite remarque, les Américains ont ouvert la voie, ils nous ont ouvert les yeux. Malheureusement, ce ne sont pas les seuls à utiliser des armes juridiques. Les Chinois ont mis en place des lois extraterritoriales de même nature. Et nous voyons justement dans ce nouveau dispositif de loi de blocage qui a explosé, on est à plus de 30 saisines en un an. Les anglo-saxons restent en tête, mais nous avons des procédures européennes, de nos amis européens, exactement, des procédures en Asie,
des procédures dans des pays tiers. Donc c'est une menace multifacette et multipays. Alors, quand on parle d'anticipation, d'adaptation, on pense aussi au réchauffement de la planète, aux problèmes climatiques, à tous ces dérèglements. Johan Pham, je vois que vous prenez directement le micro quand on parle de ça. C'est justement votre cœur de métier. Vous êtes le directeur de l'adaptation industrielle chez AXA Climate. C'est une toute jeune filiale de l'assureur AXA. Peut-être que tout le monde ne connaît pas d'ailleurs dans la salle, si vous pouvez expliquer un petit peu sa genèse, sa création. Bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation de la part de la CDSE. Je suis ravi d'intervenir aujourd'hui parce que j'ai beaucoup plus l'habitude de parler avec des directions du développement durable, par exemple, ou des directions des risques et assurances. Il se trouve qu'aujourd'hui, l'enjeu du réchauffement climatique devient également un enjeu de sécurité. Donc je suis vraiment très heureux de pouvoir partager notre expérience. Quelques mots sur AXA Climate. Nous sommes effectivement une jeune filiale à 100% du groupe AXA. Qui a été créé il y a 4 ou 5 ans maintenant, avec 4 métiers qui montrent notre engagement sur la transition climatique. Le premier métier, qui est notre métier d'origine, est lié à l'assurance. C'est une assurance qu'on appelle paramétrique, qui collecte énormément de données, puisqu'elle est chirurgicale, et permet de protéger des actifs industriels contre des périls climatiques bien spécifiques, puisqu'aujourd'hui, avec la hausse des catastrophes naturelles, le modèle de la mutualisation des risques atteint ses limites. Deuxièmement, à partir de la quantité de données des risques climatiques que nous avons accumulés de cette activité d'assurance, nous avons créé une activité de conseil il y a moins de 2 ans maintenant, et on a la fierté de pouvoir accompagner quasiment un quart du groupe du CAC 40, des groupes du CAC 40, sur des enjeux liés au réchauffement climatique, impactant leurs actifs, mais également la sûreté également des personnes dans certains pays. Le troisième métier est un métier lié à la prise de conscience, à la formation. On a créé ce qu'on appelle une Climate School, lancée il y a 15 mois, et on a aussi la grande fierté de pouvoir compter 4 millions d'employés aujourd'hui qui suivent cette plateforme de formation vidéo en ligne, qui compte des clients internationaux, également européens, français évidemment, mais également américains avec des SS2I comme Microsoft par exemple. Bravo. Parmi nos clients. Enfin, pour montrer pourquoi nous sommes également un assureur climatique engagé, nous avons créé un fonds impact qui vise à accompagner les efforts, à financer encore plus précisément les projets liés à l'agriculture régénérative pour avoir un impact positif sur la planète. Alors, quand vous dites une assurance chirurgicale, je sais que vous aimez particulièrement ce mot, mais pour être très concret, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples précis de ce que vous pouvez assurer ? Oui, alors effectivement, en préparant cette intervention, j'ai sélectionné un certain nombre d'exemples pour vous montrer la diversité de l'impact du changement climatique précisément sur la continuité d'activité des entreprises. Celui qu'on avait évoqué ensemble est notamment lié à un sidérurgiste européen dont l'approvisionnement est lié au niveau du fleuve à côté duquel il se trouve, aussi bien la logistique amont que la logistique aval, et le niveau de ce fleuve conditionne la continuité d'activité de son activité industrielle. Donc c'est un site qui pèse pour plusieurs centaines de millions d'euros dans ce groupe, et donc on l'a accompagné sur le conseil, mais également sur des modalités d'assurance dites paramétriques, précisément pour le dédommager en cas de trop forte baisse du niveau de ce fleuve. Plus proche en termes d'activité liée à la sécurité des biens et des personnes, au métier des professionnels que vous réunissez aujourd'hui, les inondations. Les inondations sont un enjeu déjà connu depuis pas mal d'années. Il se trouve qu'avec le réchauffement climatique, on a des phénomènes qui sont devenus de plus en plus sévères. Il faut savoir que les inondations que nous avons eues, qui ont été dramatiques en termes de décès et de bilan humain l'année dernière en Belgique et en Allemagne, correspondent à ce qu'on appelle chez les assureurs à une période de retour de 400 ans. Donc un événement extrême avec l'intensité qui
peut arriver que tous les 400 ans. En regard de cela, on parle à Paris depuis pas mal d'années maintenant d'une crue centennale. Il est possible que lorsqu'on aura une crue sévère sur Paris, elle soit beaucoup plus qu'une crue centennale du fait de la hausse des pluviométries extrêmes. À titre d'exemple récent, nous avons eu en Nouvelle-Galles du Sud, près de Sydney en Australie, l'année dernière une crue de période de retour de 400 ans. Donc si on fait l'équation, normalement, ils étaient tranquilles pour 399 ans. Il se trouve que cette année, l'année suivante, ils ont eu une crue d'une ampleur de 1000 ans en termes de période de retour. Et pour anticiper ces crises, vous avez parlé d'information, vous avez vraiment des outils, mais d'une technologie avancée que personnellement je n'imaginais pas aux mains des assureurs. Effectivement, aujourd'hui, on bénéficie d'une révolution importante, industrielle, liée aux données satellites, aux images satellitaires. Donc, en fait, c'est dans notre activité aussi bien d'assurance que de conseil. On a énormément aujourd'hui de data qui viennent du ciel. Et en regard de cela, ce qui nous différencie par rapport à d'autres acteurs du conseil, notamment, c'est que nous avons une équipe de scientifiques très importante. Nous sommes 150 personnes aujourd'hui, on était 50 il y a 18 mois, nous serons 200 dans les prochains mois, avec une forte croissance liée au besoin d'accompagner ces entreprises dans leur transition climatique. Et 30% de vos personnels sont des scientifiques. Un tiers de notre effectif, effectivement, sont des scientifiques, des PhD en climatologie, en géologie, en hydrologie, donc tous les métiers liés aux risques naturels qui peuvent être impactés effectivement par le changement climatique. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement important parce que quand vous conduisez en montagne, par exemple, il ne vous vient pas à l'esprit de regarder dans le rétroviseur arrière. Vous voyez, vous anticipez et vous regardez 2 ou 3 virages à l'avant pour voir ce qui va venir. Et donc, grâce à la science, on a aujourd'hui la capacité, modestement, mais réellement, de pouvoir prédire l'avenir. C'est la même image que j'utilise souvent avec mes clients pour dire que si vous voulez jouer au dé avec moi, un billet de 50 € par exemple, vous n'allez pas le risquer si on joue juste 1 ou 2 fois à deviner la bonne face qui va sortir. Si vous jetez ce dé 1 million de fois, ben vous saurez qu'il y a effectivement, s'il n'est pas pipé, qu'il y a 1/6 de chance que une face va sortir. Les modèles climatiques ont cette fiabilité des big data, des statistiques, et les modèles climatiques du GIEC dont nous nous inspirons et que nous avons également déclinés dans nos risques climatiques ont cette fiabilité et ce recul depuis plus de 40 ans, puisque le climat que nous vivons aujourd'hui avait déjà été, aujourd'hui en 2022, avait déjà été prédit il y a 40 ans par les scientifiques du GIEC. Pour rebondir sur ce que vous venez de dire, Yuan Pham, Mathieu Kahn, depuis votre tour de contrôle à Bercy, est-ce que vous avez l'impression que les entreprises françaises prennent suffisamment en compte ce risque climatique ? Alors, le risque climatique, pour nous, tel qu'on le voit, il se décline de plusieurs manières. Il y a la crise en elle-même, telle que l'a dit M. Pham, avec des événements climatiques qui vont venir perturber l'activité, perturber les chaînes de valeur et, le cas échéant, pousser l'entreprise dans des difficultés telles qu'elle va pouvoir être la proie d'un prédateur. Et il y a d'autres cas de figure où on parle de cinétique plus lente. On est sur du renchérissement ou sur des normes. Ce que nous voyons quand même beaucoup en termes tendanciels, c'est la prise en compte dans l'univers normatif de l'espace, de la dimension climatique. Que ce soit par le risque contentieux ou par la nécessité de s'adapter et donc de pouvoir prendre les devants, anticiper, comme l'a dit M. Pham, ces enjeux. C'est assez vrai parce que comme c'est le changement climatique, ça peut avoir une dimension universelle
eh bien, on peut avoir très facilement recours à cette dimension universelle pour avoir une dimension extraterritoriale de la loi. Donc c'est un vrai sujet sur lequel on essaye de se pencher. On peut encore accompagner les entreprises. On a 2-3 contentieux de cette nature-là, hein, sur lesquels on accompagne des entreprises qui sont confrontées à des affaires juridiques sur ce plan-là. Nous avons vu également des cas d'entreprises qui étaient confrontées à des problèmes d'approvisionnement et de renchérissement de leurs coûts. C'est tout à fait vrai, c'est tout à fait ce que nous faisons plutôt dans une dimension interministérielle avec la situation actuelle et la crise énergétique. Et je crois que nous contribuons avec d'autres à la mise en place des dispositifs d'aide à la résolution de la crise énergétique. Patrick Guillonneau, Géorange, est-ce que ces risques climatiques, vous les prenez en compte ou est-ce que ça fait partie des petits risques par rapport à d'autres risques plus sérieux? Alors non, on prend en compte les risques climatiques. Alors il y a plusieurs profondeurs d'action et de temps pour y répondre. La première, c'est on a l'habitude, malheureusement, des événements calamiteux. Alors il y en a qui on nous annonce qu'il y a des cyclones, il y en a on ne les voit pas venir. Je pense au coup de vent en Corse cet été, enfin un vrai coup de vent, plus de 200 km/h, ou à ce qui s'est passé dans les vallées de la Tinée et de la Roya. Donc on a des organisations pour réagir avec des unités d'intervention, ils ont tout ce qu'il faut. Donc ça c'est la première partie, parce que l'important pour nous c'est d'avoir du service continu ou quand le service est rompu, de le rendre le plus vite possible. Donc ça on est plutôt habitué et rompu. Ensuite il y a le temps plus long. Donc on a des scénarios de travail. On a un exercice qui s'appelle Day Without Power sur l'ensemble de notre empreinte européenne, qui est de dire on peut avoir des scénarios de coupures courtes prévus, ce qu'on appelle en français délestage. On peut avoir des scénarios de coupure d'électricité inopinés et importants, donc ça peut être des blackouts sur des pays. Donc c'est des choses qu'on subit par exemple en Moldavie, et puis des scénarios beaucoup plus longs. Donc voilà, on demande à chaque entité de se préparer, d'avoir des moyens. Donc là on est plutôt dans la crise par rapport à la conséquence des événements et des changements climatique. Et puis ensuite le vrai travail de fond, il est dans la manière de se rendre indépendant de tels événements. Donc on a des échanges, on a un peu aussi la chance d'être opérateur dans de nombreux pays africains, donc de travailler avec eux sur la solarisation des antennes, sur la manière de produire nous-mêmes et distribuer nous-mêmes notre énergie, d'optimiser nos technologies et nos réseaux pour être moins gourmands. Voilà. Donc oui, il y a plusieurs profondeurs, soit dans la réflexion, la réaction ou l'anticipation de très long terme. Juste une question, monsieur Pham. Vous en pensez quoi de cette prise en compte, suffisante ou pas, à votre goût? Sans du tout contredire. Sans du tout contredire Patrick Guillonneau, effectivement, nous, le retour d'expérience que nous avons des entreprises, c'est qu'elles savent réagir aux événements connus. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'un mot que je trouve très galvaudé, qui est la résilience climatique. Ça vous plaît pas, ça, hein? Oh, pas du tout. Vous vous rappelez de notre discussion. Non, tout simplement parce qu'en fait, lorsqu'on parle de résilience et qu'on revient à la définition médicale d'origine, c'est la capacité à se relever d'un choc. Et en fait, de manière sous-entendue, c'est la capacité à se relever d'un choc connu, en fait. Aujourd'hui, moi, je dis souvent avec nos clients que nous accompagnons en conseil, en fait, ce qui est l'enjeu majeur, c'est de faire face au changement climatique sur des uncharted territories, c'est-à-dire sur des territoires inexplorés en termes d'impact du changement climatique. Je vais en citer deux qui sont par exemple en France. On a une vulnérabilité qui date de cet été de deux clients, un pharmaceutique et un par exemple dans équipementier, qui sert d'ailleurs l'industrie aéronautique et la défense au passage. Dans l'industrie pharmaceutique, ils avaient un entrepôt frigorifié de stockage de médicaments qui tombait en panne tout simplement parce que la climatisation ne fonctionnait
fonctionnait plus suite aux vagues de chaleur successives, parce qu'il n'était plus, on va dire, suffisamment efficient pour faire face à ces chaleurs qui se sont succédées pendant 6 semaines en France. Cet équipementier dont je parlais, également lié à la vague de chaleur en France, a eu un système de sprinkler qui a dysfonctionné, puisque la tête de sprinkler, que beaucoup connaissent ici. En bon français, c'est quoi? Le sprinkler, c'est le système de déclenchement d'incendie, de protection incendie, pour effectivement, entre guillemets, arroser les actifs industriels qui sont dans les usines pour les protéger contre un départ de feu. Donc cette tête d'incendie a déclenché parce qu'en fait, il s'était situé sous une toiture métallique, et avec 40 degrés en Alsace, il faisait plus de 70 degrés sur la toiture métallique. Imaginez, en fait, le pire n'est pas arrivé, donc il n'y a pas eu d'incendie dans ce site, mais s'il y avait eu un incendie, le site n'était plus du tout protégé. On a eu un client qui a eu son usine dévastée dans le Maghreb, parce que en pleine période de canicule cet été, son voisin avait pris feu, et lui, son système de sécurité incendie n'était pas suffisamment, effectivement, performant, et puis les pompiers étaient en train d'intervenir sur un méga incendie de forêt qui était à 10 km. Donc tout un cumul de facteurs qui fait que aujourd'hui nous alertons en fait les groupes industriels sur le fait que des nouveaux enjeux climatiques aujourd'hui ne sont pas bien documentés, et qu'il s'agit de pouvoir faire face à l'inconnu. Alors je vais juste finir sur une citation d'Eisenhower que j'aime beaucoup, en anglais, qui dit "Plans are worthless and planning is everything". J'aurais tendance à vouloir le paraphraser en disant que les plans, en fait, d'adaptation climatique, a priori, ils peuvent ne servir à rien, mais ce qui est important, c'est l'anticipation, et d'avoir une culture, effectivement, de pouvoir se préparer à l'inconnu, et donc des données qui peuvent être, on va dire, partagées entre plusieurs industries et entre plusieurs secteurs. Patrick Guyonneau, chez Orange. On va revenir à quelque chose de très concret, par exemple cet hiver, des potentielles coupures d'électricité, d'éventuelles attaques cyber. Comment est-ce que vous vous y préparez? Alors je ne sais pas si l'activité des hackers est plus importante l'hiver que l'été. En tout cas pour l'électricité, on s'y attend plus quand il fait froid. Alors effectivement, donc on établit un certain nombre, enfin on travaille beaucoup sur des scénarios, et ce qui nous intéresse, c'est, alors comme tout le monde, c'est la recherche des signaux faibles. Alors on n'a pas de recette miracle pour les détecter. Voilà. Donc vous vous entraînez? Alors, il y a deux choses. Il y a l'entraînement, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est toujours mieux de s'entraîner. Et puis, il y a l'anticipation. Donc, l'anticipation, on réfléchit. Alors, risque pays, nous, on est très en Afrique, on a dit tout à l'heure. On regarde quand il y a des élections. On sait qu'il se passe souvent des choses un peu avant ou après les élections. Donc, je n'ai pas de boule de cristal pour vous dire telle élection législative ou présidentielle va dégénérer quelque part en coup d'État, mais on s'y prépare. Alors, il se passera peut-être autre chose. Je reprends le cas de l'Ukraine, puisque on vient de parler de la cyber. On s'était préparé à, je ne vais pas dire une guerre, mais une crise très forte en Ukraine. On s'attendait tous à une agression cyber. Or, c'est plutôt une agression physique, le retour de la guerre de haute intensité. Pour autant, eh bien, on avait déjà travaillé à des plans de durcissement, d'évacuation. Donc voilà. Donc on travaille sur des scénarios, on se trouve des signaux faibles. Les assemblées type les clubs CDSE et d'autres permettent d'échanger entre directeurs de la sécurité. Si aussi ça permet parfois de gagner du temps et d'avoir des bons échanges. Voilà. Donc pour cet hiver, les hackers, c'est tout le temps. Peut-être on se dit qu'on n'a pas encore vu toute la démonstration de la puissance cyber russe, donc tous les jours on nous rapproche peut-être de quelque chose qui ne s'est pas encore passé et qu'on n'a pas encore vu. Donc ça, c'est un sujet sur lequel on travaille beaucoup. Deuxième sujet, évidemment, les sujets énergétiques. Alors on aime bien se faire peur en France, donc peut-être qu'on en parle beaucoup plus en France qu'ailleurs, mais je ne sais pas si c'est le bon si c'est le bon scénario, peut-être qu'on se sera mal préparé. Et puis ensuite, vous avez raison, il faut faire des exercices, il faut s'entraîner. Donc je pense que Guillaume Pépi a à peu près tout dit sur avoir un COMEX et une direction générale mobilisée sur le sujet.
Et parce que sinon, on fait des exercices, on entraîne les N-1, N-2, N-3 COMEX et jamais les membres du COMEX. Et pourtant, c'est à eux de prendre le micro et de prendre la direction des opérations au bon moment. On a parlé d'attaque cyber. C'était une de vos grosses préoccupations. Général Sunjara, le cyber, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une des menaces contre laquelle vous luttez. Vous êtes préparé, vous avez même des structures pour intervenir 24 heures sur 24. C'est une entreprise qui est dans votre giron, si j'ose dire, est attaquée. Mais vous n'agissez pas comme un pompier, c'est pas vous le pompier, mais vous intervenez quand même. Voilà, exactement. C'est dans l'écosystème en fait maintenant cyber. La DRSD s'est positionnée avec un CERT qui va nous permettre qui est déjà en phase de déploiement dans le sud-ouest de la France et qui, au cours de l'année 2023, s'est déployé sur l'ensemble du territoire. On travaille évidemment en lien avec l'ANSSI et puis les autres acteurs du cyber de la défense. L'objectif pour nous, c'est, et ça rejoint un peu ce que tout le monde a dit un peu aujourd'hui, il y a plusieurs points qui sont, à mon avis, importants dans le cadre de la crise. Il y a la prévention, c'est essentiel, et donc ça, c'est basé principalement sur la sensibilisation, les bons comportements, et donc c'est vraiment une phase vraiment importante. Et ensuite, il y a tout ce qui est anticipation de crise. Donc pour la partie cyber, cette sensibilisation, en fait, elle est essentielle pour éviter la crise. Une fois que c'est fait, nous, on participe à cette gestion de crise, principalement pour aller déjà faire un point de situation, aider les entreprises à faire un point de situation, et éventuellement, d'ailleurs, prévenir d'autres attaques vers d'autres entreprises par les mêmes modes d'action. Et puis ensuite, on est capable d'accompagner les entreprises, notamment en les conseillant, pour qu'éventuellement, ils puissent prendre contact avec des entreprises qui sont chargées de la remédiation dans ce domaine-là. Voilà. Alors, quand vous accompagnez les entreprises en cas d'attaque cyber, vous êtes quand même un service de renseignement, donc j'imagine que c'est aussi une bonne opportunité pour vous pour aller chercher de l'information et nourrir votre propre expertise sur les nouveaux modes opératoires, sur les nouveaux assaillants, sur des groupes criminels particuliers, voire étatiques. En fait, c'est bien là le sujet. C'est-à-dire qu'en fait, quand on intervient, on ne fait pas du renseignement sur l'entreprise qui a été attaquée, évidemment. Nous, on fait du renseignement sur... Je peux vous appeler sans crainte, alors c'est bon. Non, mais je préfère le préciser, parce que parfois, il peut y avoir effectivement un peu de fantasme. Nous, on est là pour aider les entreprises. Donc, en fait, on vient, on regarde ce qui s'est passé, on essaie de l'analyser avec l'ensemble des autres acteurs du monde cyber, hein, que ce soit l'ANSSI ou le ComCyber, par exemple, pour la partie défense. Et on essaie d'analyser, de comprendre quel est le type d'attaque, qui l'a réalisé, est-ce qu'il y a eu parce que ça arrive souvent, hein, est-ce qu'il y a eu des modifications sur d'anciens modes d'action, pour qu'on puisse prendre des mesures conservatoires ou préventives pour l'ensemble des acteurs, et éviter évidemment que ça se renouvelle et qu'on se retrouve avec une attaque qui prend une certaine ampleur. Et après, effectivement, il y a d'autres acteurs qui sont principalement les entreprises, hein, dont certaines sont présentes ici, qui peuvent en fait remédier à cette attaque et en fait permettre à l'entreprise attaquée de retrouver un fonctionnement normal. D'une certaine manière, vous capitalisez sur la crise, sur l'attaque, c'est un rétex positif. C'est aussi ce que vous faites chez AXA Climate, Monsieur Pham. Chaque sinistre nourrit forcément vos données, complète vos études. Et les informations, elles viennent de partout sur le terrain, et votre terrain est large. Effectivement, elles viennent du terrain, elles viennent du local. On dit souvent que la capacité d'une entreprise à s'adapter face au changement climatique doit être locale. Elle ne se fait pas d'un bureau parisien. Et c'est cette intelligence collective sur laquelle nous appuyons. Et on invite souvent les groupes industriels, notamment à s'appuyer sur un réseau qu'ils ont souvent déjà en place dans les grands groupes, comme les réseaux IHS, en fait, qui s'occupent parfois de l'environnement, de la santé, mais également de la sécurité des employés, pour remonter en fait tous les signaux faibles, parce qu'ils sont connus, ils sont documentés, mais ils ne sont pas capitalisés au niveau d'un groupe. Donc cette intelligence humaine et cette intelligence collective existent. Je vais donner un exemple qui va vous paraître anecdotique, mais qui est assez proche
du métier d'Orange. J'ai lu là, récemment, cette semaine, un article sur un département de recherche de Facebook qui fait du machine learning, de l'intelligence artificielle. Ils ont eu un problème en fait, de performance de leur calculateur qu'ils ont identifié en fait, comme lié à la climatisation qui était sous-performante liée aux vagues de chaleur qu'il y avait aux États-Unis également cet été. Donc vous voyez, ces informations-là, elles existent. Il suffit non pas de se baisser pour les ramasser, mais en tout cas de mettre des process pour pouvoir, on va dire, capitaliser. Et ensuite, nous, on va pouvoir accompagner également avec beaucoup de données, parce qu'il s'agit aujourd'hui, comme je disais, comme on est sur des territoires inconnus, c'est inconnu en termes de fréquence, avec une accélération et une fréquence plus importante des phénomènes extrêmes, mais également une intensité croissante dans des proportions. Aujourd'hui, par exemple, on voit dans des pays comme l'Inde, comme la Chine, comme le Maghreb, des indicateurs, par exemple, de chaleur extrême qui sont absolument vertigineux et qui mettent en cause la santé physique, voire mentale des personnes. Juste un chiffre, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a calculé que depuis ces dernières décennies, on avait une moyenne, on va dire, d'une trentaine de millions de réfugiés climatiques par an. Avec les projections à 2050, on va avoir un chiffre qui va être multiplié par 10. Et ça va poser également... Donc on va dépasser dans les scénarios les plus pessimistes de réchauffement climatique. On va avoir des mouvements qui peuvent également vous concerner en tant que professionnel de la sécurité, avec un afflux qu'il va falloir gérer. Donc ce sont ces choses nouvelles auxquelles il faut pouvoir se préparer. Et je suis heureux aussi d'entendre parler effectivement de scénarios et de sensibilisation du COMEX. Nous-mêmes, nous intervenons auprès de board et de COMEX du CAC 40 pour dire que ces enjeux de changement climatique sont tout aussi importants aujourd'hui stratégiquement que d'autres enjeux. Alors gérer la crise, c'est aussi, Guillaume Pépi l'a évoqué déjà tout à l'heure, mais c'est aussi gérer la communication. Et l'un des meilleurs spécialistes en la matière, qui n'a pas pu être parmi nous aujourd'hui, a un message que nous allons écouter ensemble. La question, c'est pas de savoir est-ce qu'il y aura une crise, c'est de savoir quelle crise et à quel moment. La crise revêt évidemment des allures multiples, mais le vrai sujet, c'est est-ce qu'on peut s'y préparer et comment est-ce qu'on peut la traiter. Est-ce qu'on peut s'y préparer? Oui. Parce que réagir face à la crise demande justement qu'il y ait une organisation de crise. Anticiper les sujets. Regardez, prenez l'exemple aujourd'hui des futures coupures d'électricité. Vous voyez comment une entreprise comme Orange communique assez tôt sur le fait que la coupure d'électricité entraînera une coupure des réseaux téléphoniques avec les conséquences que cela peut avoir. L'anticipation, c'est la première des réponses à la crise. La deuxième, c'est la vitesse appropriée. C'est-à-dire qu'il y a parfois, et on le voit, une sorte de précipitation ou au contraire de trop grande lenteur, c'est-à-dire une mauvaise maîtrise du rythme dans la communication de crise. Je prends l'exemple de ce qui est arrivé à la FNAC avec le jeu qui est mis, puis retiré, puis reproposé au public. Parce que parfois, y compris les communicants, réagissent trop vite parce qu'ils sont sous la pression des médias et qu'ils ne comprennent pas que ce n'est pas le temps médiatique qui compte, mais que la pire des choses dans une crise, c'est d'installer un feuilleton, ordre contre ordre, désordre. Vous connaissez la mécanique. La troisième règle qu'il faut avoir en tête, c'est qu'au fond, la crise exige une communication qui n'est pas celle de la transparence, mais qui est celle de la vérité. Ce n'est pas exactement le même concept. La transparence est un faux ami, c'est-à-dire c'est le refus d'éditorialiser l'information, c'est la volonté de tout dire de la même manière, c'est au fond de ne pas comprendre comment est-ce que les choses fonctionnent, y compris dans le rythme médiatique. Le sujet dans une communication de crise, c'est comment on est toujours rattrapé par le réel, de ne pas mentir, parce qu'à ce moment-là, on ne fait que créer de la surcrise, aggraver la crise. Alors que dans la réalité, on le sait bien, il faut aujourd'hui, en communication, quand on se prépare à la crise, se préparer aussi à purger, on va dire, un sujet en développant tout. Vous savez, il y a une vieille règle qui dit « les bonnes nouvelles, je les égrène, les mauvaises nouvelles, je les concentre ». Éviter le feuilletonnage, c'est une des règles, évidemment, de la communication de crise. Malheureusement, la question de la crise n'est pas celle de sa probabilité, mais celle de l'intensité et de la forme de la crise que vous connaîtrez. Et qu'aujourd'hui, on n'a pas le droit, professionnellement,
de ne pas se préparer et donc de ne pas respecter quelques-unes des règles, celles que j'ai partagées avec vous aujourd'hui, les 3 premières, mais il y en a d'autres si on avait plus de temps pour les développer, donc peut-être à bientôt. Oui, Patrick Guyonneau, je vous invite à reprendre le micro puisque Stéphane Fuchs a cité Orange. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est un bon prestataire. Hein. Non, on travaille avec Stéphane Fuchs sur les gestions de crise. Non, mais je pense que je reviens juste sur le rétex, 30 secondes. On essaie de faire chez Orange un rétex, alors 2 rétex systématiques sur chaque crise. Un très à chaud, c'est est-ce que ça s'est bien passé au sens est-ce que le pont de crise était, la cellule de crise était montée vite? Est-ce que les gens étaient bavards? Voilà, c'est vraiment les choses à chaud pour améliorer le process. Et puis ensuite, donc ça c'est la partie, on va dire, plus gestion. Et puis un vrai travail de fond qui peut être très long, qui est la vraie route cause. La vraie route cause des problèmes. Donc, ça nous permet d'améliorer comment on va dire, la fiabilité de nos systèmes de organisation. Et alors j'ajoute sur le, et ça c'est important, enfin je pense pour mes collègues directeurs de la sécurité, dans le rétex à froid, celui qui prend du temps, on exige, enfin j'exige depuis que je suis aux manettes de ça, mais qu'on évalue finement et exhaustivement le coût d'une crise. Parce que quand on souvent, après, bon, on a tous les mêmes difficultés, la sécurité ça coûte cher, etc. Mais quand on vient dire, attendez, une crise, le coût de la non-sécurité, c'est ça. Et quand on regarde les routes causes, on a fait une économie de 100 pour avoir une crise de 1000. Ben, celui qui a fait le choix de 100, il aurait été bien éclairé, il aurait fait le bon choix. Donc, mais est-ce qu'il faut à chaque fois que les directeurs, les directions sécurité-sûreté soient en mesure de donner les échelles de valeur ou... Ah ben, il n'y a pas le choix, moi je demande à l'euro, je demande qu'on nous donne des euros et chaque crise finit par une feuille recto formatée que je donne à ma directrice générale. Comme ça, c'est clair, les gens ils savent ce qu'il y a dedans et ben, ils assument parce qu'à un moment donné, il a fallu faire des choix. Et on a sacrifié tel truc, on a oublié tel machin, voilà. C'est dit et puis après on fait les efforts. Voilà, c'est un process normal, ISO 9001 d'amélioration continue. C'est se cacher, l'autruche, c'est ce qu'il y a de pire. Après le reste. Juste une remarque. Guillaume Pépin nous a parlé de transparence. Stéphane Fuchs de vérité. Non, je crois que la vraie difficulté, en particulier en com, c'est le je ne sais pas. Nous n'a pas été très bon sur la crise des numéros d'urgence en juin parce qu'on ne voulait pas dire c'est quoi la vraie route cause. À l'instant où tout marche mal et où les gens pensent que ça ne marche pas, en fait ça marche mal, on n'a pas su dire quoi. Alors plutôt que de rien dire, non c'est plutôt l'inverse, plutôt que dire on ne sait pas. Il faut mieux rien dire. Je pense qu'on a fait l'erreur de rien dire. On a fait dire, on ne sait pas pourquoi des équipements qui sont saturés, ça déborde de partout. On revient dans 1 heure, 2 heures quand on sait, et on a tué. Voilà. Donc ça, je pense que c'est le pire. Alors je ne sais pas si c'est transparence ou vérité, parce que comme si à l'instant T, on avait la vraie vérité des problèmes. Voilà. Donc il faut apprendre. À dire je ne sais pas et éviter effectivement la langue de bois qu'a précisé Guillaume, qu'on voit souvent chez les communicants. Les investigations sont en cours, c'est pas très rassurant quand vous essayez de téléphoner, une fois ça marche pas, deuxième fois ça marche pas et troisième fois ça marche. On va te comprendre mais pourquoi c'est aléatoire quoi. Monsieur Guyonneau, je vais rester encore un petit peu avec vous. En matière de rétex, vous avez parlé des rétex internes, mais est-ce que dans le monde de la téléphonie, par exemple, où différents opérateurs peuvent être victimes d'attaques, on va dire, systémiques. Est-ce que vous partagez? Je pense à Vodafone, par exemple, qui a connu quelques jours malheureux au Portugal. Tout à fait. Est-ce qu'ils partagent avec vous en disant, voilà le type de problème que nous avons rencontré? Alors, Vodafone Portugal, c'est exactement ce que disait Stéphane. C'est tout le monde sait que ça va arriver. Voilà, donc il faut se préparer. On ne sait pas ni quand ni comment. Alors, on a nos échanges entre ce qu'on appelle les grands opérateurs. Donc, on connaît un certain nombre de choses. Donc, Vodafone nous expliquait l'infection, enfin, que l'attaque était partie de l'infection d'un poste d'un prestataire et comment c'est arrivé jusqu'à une action de quasi-sabotage. Donc, ça, ils nous l'ont donné. Ils nous ont expliqué. Donc, on a tous pris, quand je dis tous, c'est les grands opérateurs, on a tous pris des mesures pour ça. En revanche, effectivement, ce qu'ils ne vont pas nous dire, c'est comment ce poste était affecté, qui était derrière, le savent-ils qui était derrière cette attaque, la manière. Voilà. Donc, il y a beaucoup d'échanges.
mais bon, chacun garde aussi sa part d'informations très confidentielles pour elle. Mais bon, il y a des échanges. Mathieu Kahn, en France, au sein d'une filière, bon, c'est la téléphonie, mais ça peut en être une autre, hein, est-ce qu'il faut des retours d'expérience partagés? Est-ce que c'est réalisable? Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que ça peut remonter jusqu'à vous? Est-ce que vous pouvez les utiliser? Comment vous voyez les choses? L'enjeu des filières, hein, telles qu'elles ont été conçues et rénovées dans le cadre du CNI, du Conseil national de l'industrie, c'est justement de faire du partage d'expérience dans la limite des confidentialités, du secret des affaires, mais bien de s'échanger les grandes problématiques, les grandes tendances. Et nous militons pour qu'on s'échange aussi les grands problèmes, parce que c'est des grands problèmes qu'on apprend et avec ça qu'on arrive à progresser. Après, l'une des missions du CICE, c'est bien aussi de capitaliser, de réfléchir et d'identifier quelles sont les grandes tendances. On a parlé d'extraterritorialité, on parle de communication. La communication, c'est aussi un risque pour les entreprises, le risque réputationnel. On a vu notamment avec des questions climatiques ou d'environnement, on l'a vu avec les questions de la guerre en Ukraine, que des entreprises pouvaient, à leur corps défendant, faire l'objet de polémiques. Et pour nous, c'est aussi une de nos actions d'accompagnement, de vigilance que nous menons pour garantir l'intégrité réputationnelle de nos entreprises. Et du coup, il faut qu'on arrive, nous, en tant qu'État, à mettre en place les outils qui permettent aux entreprises, à la force de nos rétex, d'être plus fortes. C'est ce qu'on a fait depuis 2019. On a parlé de la loi de blocage, on a parlé du renforcement du contrôle des investissements étrangers en France depuis 2019, qui nous permet d'être plus exhaustifs, d'être plus précis, d'avoir maintenant des listes de technologies critiques et donc d'avoir une vision plus prospective, là aussi, hein, pour naviguer sur l'avant, ne pas seulement regarder dans le rétroviseur, et puis d'avoir des instruments financiers plus développé, qui mordent mieux. Moi, je veux parler d'un exemple, le fonds French Tech Souveraineté. Le fonds French Tech Souveraineté, il est directement lié à notre expérience un petit peu perturbée de la crise Covid. Au milieu de la crise Covid, on s'est rendu compte que des entreprises avaient des besoins en fonds propres, notamment nos entreprises technologiques qui vont faire le potentiel économique de la France 2030-2040. Et dans cette crise, on a dit on va mettre en place un fonds de 650 millions d'euros destiné à renforcer en cofinancement avec des investissements privés nos entreprises technologiques. Depuis sa mise en place, donc depuis 1 an et demi, hein, le temps que ça a été mis en place, 2021, depuis 1 an et demi, on a déjà 7 investissements. Donc on sait accompagner et tirer les leçons, et c'est un mouvement permanent sans lequel nous n'arrivons pas à progresser. Merci beaucoup, messieurs. Merci pour votre participation, pour les éclairages que vous nous avez apportés. Chacun dans votre domaine, en matière d'anticipation, d'adaptation et de capitalisation. Merci pour cette première table ronde.